Ok, ok, on essaie une vidéo encore à nouveau, Freestyle TV, parce que les deux dernières, là, je les ai réécoutées, et puis euh, j'explique super mal, en fait, vraiment le fond de ma découverte au niveau de la théorie du langage. On est le 15, là, hein. On doit être le 15 août, donc l'été, il va se terminer, là, c'est bientôt la rentrée, et donc mes cheveux, bah, j'aurais bien voulu qu'ils arrivent dans l'été, ça m'aurait un peu plus. Mais ils arrivent, hein, sûr à 100%, hein, vous allez voir, hein. Je vais avoir une crête, hop, une frange, et tous mes cheveux, hein. Je vais retrouver tous mes cheveux, et puis les dents là, sur les côtés, elles vont finir par finir de sortir. Donc on va y arriver à 100%, je suis sûr. Donc du coup, je me dis, bon, calme-toi Julien, t'énerve pas. Euh, Essaye d'être plus clair. Parce que bon, j'ai eu un petit commentaire assassin, mais il était déjà venu, bouddhiste là, FX, m'envoyer des pics comme ça, un peu, se foutant de ma gueule ouvertement, mais je lui ai répondu, bah j'avance, bon j'avance dans ma tête, hein, et puis je dis pas vous, parce que j'ai l'impression d'être il y a 1 an, 2 ans, 3 ans en arrière, hein, où on se foutait de ma gueule, et puis alors bon, je le prenais mal, soit ça me blessait, soit ça me mettait en colère, et puis j'ai fait tout un travail sur moi, là, sur mes émotions, cette dernière année, justement pour arrêter de réagir comme ça de façon bipolaire, hein. Soit je suis hyper mauvais, puis alors quand je suis mauvais, je peux être vraiment insultant et tout, je vais blesser la personne, je peux la tuer même un peu, hein, psychologiquement si je veux. Et puis à l'inverse, je peux être un petit canari jaune parce que je suis un hypersensible. Donc je vais faire piou 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 et je vais pleurer dans mon coin, ou en public même. Donc du coup j'ai ce côté-là un peu complètement enfin voilà, extrême. Et j'essaye de trouver un équilibre du coup, hein, parce que c'est ça la voie, hein, le juste milieu, la voie du yin yang. Donc l'alignement, tout ça. Donc voilà, donc on va commencer là-dessus. Enfin, on va essayer ce qu'on va faire. Je vais aller promener mes chiens là, avec vous. Là, je suis au pied de mon arbre, je vis heureux. Et j'ai pas envie de le quitter, du coup. Euh, et du coup, bon, ça fait 3 mois là que je suis un peu en paix, je suis tout seul, donc ça va mieux. Je me remets un peu de toutes ces années d'enfer là que j'ai vécu sur Prades, avec le méchant Gargamel au-dessus, le Castex et tout, qui m'a fait la misère, qui faisait la misère à tous les Pradéens, les pauvres. Et enfin, j'ai de la compassion pour cette ville parce qu'ils sont en souffrance quand même. Bon, partout en France, partout dans le monde, hein, parce qu'après, moi, bon, voilà. Il faut comprendre, moi, c'est ça mon moteur, hein, c'est-à-dire que même si je vais y mettre toute mon intelligence, donc j'ai vu que mon intelligence, elle pouvait aller super loin. Donc jusque dans les fondements maths et tout, de l'histoire de la philosophie, dans tout plein de disciplines. Et mais c'est pas ça qui me, c'est plutôt ce que j'ai dans le cœur, hein, qui me fait obtenir ces résultats. Parce que s'il n'y avait pas le cœur, je serais un peu comme tout le monde, je penserais avant tout à ma gueule. Euh, donc l'IA, ouais, l'IA, elle me conseille j'ai envoyé un texte avec l'IA, on va parler de tout ça. Et elle rectifie, elle arrête pas de me dire ce que tout le monde me dit implicitement, mais arrête de parler de toi, de dire que de dire que t'as tout compris, que t'as tout découvert, que tu sais tout, tu vois bien, ça te décrédibilise. Et l'IA, elle me dit pareil, elle me dit non, 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 dis pas ça aux scientifiques, je vais te rectifier, tu leur dis que... Et puis moi, en fait, c'est exactement ce qui m'énerve, je dis mais moi, je vais pas me soumettre, puisque je vous dis que j'ai compris un truc et tout, comme un gamin un peu. Et j'ai compris un truc qui est hyper important, j'ai compris le fondement, la connaissance, le truc, le machin, qui refont tout. Et bon, effectivement, c'est pas sérieux, ça passe pas au niveau de. euh, bon, on nous apprend ça dès l'école, hein, dès l'école, quand on écrit une dissertation. Enfin, je sais plus si ça se fait aujourd'hui, je crois que ça se fait même plus les dissertations. On nous apprenait à écrire, bon, on n'a pas le droit de dire je. C'est-à-dire qu'on va
inhiber, on va annuler le sujet, quoi. Il faut dire nous, on, il faut parler au niveau de... Et l'État, c'est ça justement, ça le problème de l'État, c'est qu'il va tuer les subjectivités. Hein. Donc moi j'explique ça avec l'espace-temps, hein. Le collectif est à l'espace, ce que le temps est à l'individu. Donc on va dire ouais, l'individualisme c'est mal, et tout ça, ça profite à qui? Quelque part ça profite aux organisations surtout la société de masse, quoi. C'est surtout ça le problème. Après qu'on éteint son ego, et enfin son individualité au service du groupe, c'est normal. Ça commence dans la famille déjà. Hein, voilà. À partir du moment où on vit en société, il faut mettre un petit peu son ego de côté. Mais quand ça se fait dans une petite tribu qui vit dans la forêt, là on est humain. Mais à partir du moment où on reste humain, ou dans une famille, quoi, voilà. On est humain tant qu'on est dans un petit groupe, un groupe de rap, un groupe de punk, un groupe de potes, une petite famille, une équipe de foot, on est un petit groupe. Et puis encore dans une équipe de foot, bon, on voit déjà les tensions qu'il peut y avoir. Hein. Ça commence même dans le couple. Hein. Ça commence même avec soi-même en fait, parce qu'on a déjà une dualité en soi-même. C'est ça que j'essaye de comprendre. Et puis en fait, plus on élargit le champ et plus le groupe prend de l'importance, prend de la masse, et plus il y a des risques de comportement irrationnel, il y a des risques de conflit. Voilà. Donc je fais une pause. On va aller promener les chiens. Il y a un tout petit peu de vent. J'espère que ça va pas trop s'entendre dans le micro. Ouais. Et il y a une petite bise là. Et on va essayer de ensemble. J'ai une sale gueule. Hein. J'ai une tête de fou. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Je suis pas narcissique. Je mets ma gueule, mais je m'en fous complètement. Ouais, c'est donc pour vous compreniez bien en fait vraiment la nouveauté quand je parle de refonder la connaissance. Et après, c'est sûr qu'il faut aller dans le texte, hein, il faut pratiquer de l'exégèse. Hein, bon, après, puisque je dis il faut tout revoir, ça veut dire qu'il faut revoir tous les textes, donc même les textes sacrés, hein, même pour les plus croyants. Et puis revoir les équations mathématiques, tout revoir. Donc on va essayer de vraiment d'expliquer ça de façon, parce que la dernière fois j'ai dit le chat mange la souris, donc alors effectivement, bon, là je comprends qu'on me traite de fou dans le bus, hein, là j'ai fait ça un petit peu à l'arrache, on va essayer de faire ça un peu plus, de façon un peu plus détaillée. Et voilà, à tout de suite. Ok, c'est parti. On prend le temps, on s'énerve pas. Donc, on va partir du yin-yang, parce que je me souviens en 2013, bon, j'avais déjà mes 3 hypothèses, et j'ai relu un livre sur le Tao, et j'avais 40 ans, et je lisais le Tao, à 20 ans, déjà à l'époque. Et là, je retombe sur le Tao, mais après donc 20 ans de parcours intellectuel, et où entre-temps j'avais appris la complexité d'Edgar Morin. Et je me dis, bon, qu'est-ce qu'il y a quand les Chinois, ils vont dire ça c'est yin, ça c'est yang. Alors je sais plus trop d'ailleurs ce qu'est yin et ce qu'est yang, hein. Je suis pas non plus un adepte de la philosophie chinoise à fond. Je sais même pas en fait ce qu'est yin et ce qu'est yang dans la nature. Je l'ai su mais j'ai oublié. Donc ça va loin parce que c'est même leur médecine. Hein. Leur médecine traditionnelle, elle est basée là-dessus. Et donc dans leur philosophie, il y a des choses qui sont yin et il y a des choses qui sont yang. Donc peut-être qu'il y a un siècle on les prenait bien pour des cons, hein, les Chinois, hein, la roue elle a bien tourné, et là on voit bien la puissance qu'ils ont, la puissance industrielle, la puissance de leur peuple, hein. Et donc la puissance de cette philosophie, hein.
Puis ça a donné le bouddhisme, tout, hein, donc bon. Donc cette dualité dans la nature, qui va jusque dans la médecine, comment nous, occidentaux, maintenant qu'on est à force égale à peu près, hein, qu'est-ce que nous on comprend pas, les occidentaux, que eux ils comprennent, parce qu'en plus ils n'ont pas rejeté leur médecine traditionnelle, contrairement à nous où on a tué les herboristes, les rebouteux, tout ce qui est spirituel, bon. Nous on est très rationalistes, et eux ils arrivent encore à... J'ai entendu qu'il y avait toujours dans un hôpital, c'est-à-dire qu'ils ont adopté notre médecine à nous, hein, avec les médicaments, l'opération chirurgicale, mais il y a toujours une petite ouverture à la spiritualité et à la médecine traditionnelle chinoise. Donc quelque chose qu'on n'aurait pas compris dans la nature, ce dualisme, mais attention, Descartes était dualiste, hein. Donc nous on est cartésien, mais on est dualiste aussi, hein. Ça n'empêchait pas d'être croyant, mais voilà. Donc il y a une lutte apparemment chez les occidentaux, mais on m'a dit ça un jour, qu'il y a une lutte vraiment spirituelle entre le monisme et le dualisme, 1, 2. Et puis bon, c'est les fondements de l'arithmétique, hein, 1 plus 2, 1 plus 1 égale 2, bon, c'est vraiment la base. Donc moi en fait, donc je mets l'hypothèse, je dis en fait c'est cette espèce de mystère entre le yin et le yang. Il y aura des phénomènes qui sont plus yin et d'autres qui sont plus yang, hein. C'est comme une balance quoi, hein. Puis des fois pouf ça part dans le yang, hop ça part dans le yin. Ce serait donc un rapport de spatio-temporalité, étant donné que j'avais émis les 3 hypothèses, hein. Nature est autant ce que l'espace est à la culture. J'arrête pas de vous le répéter parce que faut partir de là. L'esprit est autant ce que l'espace est à la matière. Alors bon, l'inverse est valable aussi en fait, hein. On pourrait dire l'inverse, hein. Mais moi quand j'ai construit ça, c'est vrai que j'ai fait toute une réflexion très approfondie en disant mais il y a un inverse qui est plus... Si on le met dans un sens, c'est juste, et si on le met dans un sens, ça sonne plus faux, quoi. C'est-à-dire que si je dis... parce que quand je dis le capitalisme est autant ce que l'espace est à l'état, bon, il y a vraiment une logique de compréhension, hein, quand on dit time is money. L'argent, c'est l'argent, le pouvoir, hein, capitalisme état. Donc l'argent... Quand on a de l'argent, on a du temps, on peut exploiter le temps de l'autre. Bon, la course à l'industrie, c'était vraiment ça, hein. Il n'y a pas photo, hein. C'est les temps modernes de Chaplin, tout ça. Bon, moi j'ai travaillé en usine, il y avait un ingénieur à côté, enfin un bureau, qui chronométrait mon temps de travail. Bon voilà, c'est vraiment, on joue sur le temps, et l'efficacité, la performance, le rendement, hein, c'est une question de temps. Donc associer le capitalisme... Parce que capitaliser, c'est stocker le grain. C'est à partir du moment où on a commencé à cultiver. Pour moi, c'est vraiment ça la naissance du capitalisme. Et encore que non, avec mes découvertes, justement, ça va plus loin. Mais c'est à partir du moment où on a commencé à cultiver les champs, à parquer les bêtes, on a capitalisé, hein, on a stocké le grain, et puis là, l'argent, il apparaît. Donc voilà. Parce que dans le temps, on accumule dans le temps. Et puis c'est un phénomène en amont qui est dans la nature. La nature est autant ce que l'espace est à la culture, c'est-à-dire que la nature, elle va donner. Par exemple, on va arriver dans un endroit où il va y avoir plein de baies. Bon, quand on était cueilleur-chasseur, donc il n'y avait pas de structure c'est l'humain dans la nature. Il suffisait de tomber sur un coin où il y avait les Indiens, il y avait plein de bisons, où il y avait plein il y a tout plein d'animaux, il y a tout un gisement en fait. Et puis donc on va dire que c'est la nature qui capitalise. Et puis là il y avait de quoi manger pendant des jours.
il y a de quoi boire, elle capitalise, c'est-à-dire qu'avec le temps, elle va stocker. Quelque chose de très fondamental. Et puis l'esprit, la matière, c'est aussi même dans notre c'est-à-dire que l'esprit, il va se construire parce qu'avec le temps, on va stocker de la connaissance, hein, du savoir. Hein. Donc on va améliorer notre champ de connaissances. Et après, bah, voilà, il faut toujours l'espace. Hein. C'est-à-dire qu'après, il y a la quantité, la qualité. Peut-être que là, la qualité, quantité, donc c'est ce rapport dichotomique yin-yang. La qualité est à l'espace, c'est que le temps est à la quantité. C'est-à-dire qu'avec le temps, on va stocker. Et puis, tout dépend de ce qu'on en fait. Donc l'espace, l'espace, lui, l'État, voilà, il va contrôler, il va surveiller, il va dénombrer, il va dénommer, il va vous donner une carte d'identité, il va vouloir, il va vous imposer ça, il va mettre des lois. Ça, t'as le droit, ça, t'as pas le droit. Donc il va contrôler ton espace, ton mouvement dans l'espace, hein. L'espace en mouvement. Et la cause du mouvement, mais en même temps, pour qu'il y ait un État, il faut bien qu'il y ait des taxes, donc il faut de l'argent. Donc il a besoin du capitalisme, il a besoin de cet effet du temps sur l'espace pour se valider, se justifier en tant qu'État. La culture, c'est pareil, elle a besoin de la nature pour se déclarer en tant que culture. Là, par exemple, il y a des plantes. La culture, c'est pas forcément quelque chose qui vient de l'homme. Là, c'est une culture, elle se fait naturellement. Une culture naturelle, quoi. Et donc, avec le temps, la plante, elle pousse. Et ça, c'est le temps, c'est l'effet du temps sur l'espace. Et on va dire l'effet de l'espace sur le temps, c'est que, là, on peut observer un ensemble de plantes à un endroit, un espace bien délimité. Bon. Donc tout ça, c'est très cohérent. C'est pour ça que j'enrage un peu, là, je m'énerve parce que c'est tellement cohérent, tout ce que je raconte. Et puis, en fait, ça passe tellement difficilement. On est tellement pris dans notre paradigme cartésien, dans notre modernité, que j'ai écouté toutes ces années tous les intellectuels. J'attendais qu'il y ait des intellectuels qui arrivent à saisir ce que je disais, à comprendre que j'allais pas être le seul à tenir ce discours. Moi, ça me rend vraiment mal à l'aise, hein, d'être le seul à porter cette vérité en moi. Mais bon, c'est de ma faute. Mais à coup de pas, fallait que j'écrive, que je me fasse connaître et tout. Bref. Mais après, ça aurait fait un phénomène d'imitation. Moi, j'aurais préféré une émergence, quoi, quelque chose où on soit plusieurs à se dire, à découvrir le truc. Ah, mais il y a un truc dans la relation, le rapport espace-temps. Il se passe un truc, bon. Mais ça va venir. Donc ce yin et ce yang, c'est cette espèce de force dans la nature duelle, et puis qui nous porte plus vers la lumière ou l'obscurité, elle serait d'origine spatio-temporelle. Et qu'est-ce que j'ai compris vraiment dans le langage ? C'est-à-dire que je me suis posé une question simple, mais à la fois il faut comprendre que j'ai vraiment étudié énormément d'auteurs, la sociologie, la philo, la psycho, plein de connaissances comme ça que j'ai accumulées avant d'en arriver à ce travail sur le concept. Donc même si c'est quelque chose de très simple, il m'a fallu énormément de moyens intellectuels pour y arriver. Donc vous connaissez la notion de réductionnisme, hein. La loi de Moore en informatique, voilà, c'est les microprocesseurs, ils sont devenus, c'est la miniaturisation. Ils sont devenus de plus en plus petits, de plus en plus rapides. Et puis maintenant, on a des microprocesseurs qui vont à une vitesse folle, où il y a des milliards de composants dans un tout petit. Donc c'est ça le réductionnisme. Et on va dire que moi j'ai fait un petit peu le même travail sur la pensée, en fait. C'est-à-dire j'essaie de réduire. Parce que quand on dit le temps n'existe pas, ça existe pas, j'essaie de comprendre en fait ce problème du temps, hein. Et je disais, mais
Bon, j'en ai parlé dans une vidéo, mais là j'aimerais bien arriver à l'expliquer clairement en fait. Parce que je sens que c'est ça qui bloque. Enfin, j'essaye hein, des méthodes hein, pour que le déclic il se fasse. C'est-à-dire plutôt dire, de désigner, dénommer quelque chose, dire ça c'est ça, ça c'est ça, c'est comme ça qu'un enfant apprend la vie, apprend les mots, le langage. C'est quoi ça papa, un petit gamin de 3-4 ans, maman et tout, c'est quoi, comment on appelle ça, il pose plein de questions, là ça énerve tout le monde. Donc il va dénommer, nomos, économos, oikos, l'économie, c'est oikos c'est la maison, nomos, nommer la maison, hein, l'économie. Hein. Donc, voilà ce qu'on en a fait. Il va essayer de dénommer les choses, c'est comme ça qu'il apprend. Et moi j'ai peut-être fait la démarche inverse. C'est-à-dire, pour connaître une chose, il faut lui enlever tout ce que... C'est un peu comme j'ai fait avec les nombres premiers, quoi. Hein. J'ai pris la chose à l'envers. Ou j'ai remis les choses à l'endroit, moi. Je dis, mais bon... en fait, ma réflexion, c'est si c'est ça, ça veut dire que c'est pas ça. C'est distinguer une chose de l'autre, en fait. Distinguer une chose de son contraire. Pour savoir, en fait, quand on arrive à faire la distinction entre les choses, c'est comme ça qu'on accède à la vérité. Donc c'était peut-être ça ma démarche. Je cherchais, le temps, c'est quoi ? L'espace-temps, c'est quoi ? Donc un espace pour moi c'était clair quoi. Tout est de l'espace dans le sens voilà c'est la démarche de l'enfant quoi. Il va dénommer les choses en désignant un espace. Il va dire ça, donc là il va montrer un espace. Ça c'est quoi ? Ça c'est une pierre, ça c'est un bâton, ça c'est le ciel, le soleil. Donc pour l'espace il y a un côté holiste, hein, total, hein, totalitaire. Enfin, totalitaire, c'est politique, mais voilà, il y a ce rapport Et en même temps, l'espace, ça peut être tout l'univers. Hein. On va dire, je pars dans l'espace. Donc ça peut être tout l'univers. Et puis ça peut être le moindre petit détail. Ça peut être un atome, une molécule, une pierre, un caillou, quelque chose. C'est ça qui est fou un peu avec la notion d'espace. Et moi, en fait, ce que je dis, c'est qu'il n'y a que de l'espace. Hein. C'est Lise Moline. Lise Moline, un cosmologue américain il était parti, enfin, c'est pas le seul, hein, de dire que c'est un univers à une dimension, au départ. On commence par une dimension. C'est que de l'espace. Mais comme il est en mouvement, à cause du temps, qui n'existe pas, c'est la cause du mouvement. Mais à force de le répéter, vous allez finir par comprendre. Enfin, c'est du bourrage de crâne, je vous fais un peu, mais bon. C'est comme à l'école primaire. Hein. Donc, du coup, comme il est en mouvement, il n'arrête pas de se différencier. Donc, le même est autant, ça, c'est la même force qui crée le mouvement, ce que l'espace est à la différence. Voilà. Ou, différence et répétition de Deleuze, hein, c'est sa thèse. Donc la différence est à l'espace, ce que le temps est à la répétition. On voit bien, le temps il tourne, il se répète, c'est toujours le même temps qui nous pousse, mais comme à chaque fois c'est un espace différent, on va croire que le temps, on spatialise le temps, on va croire que le temps c'est pas le même. Alors que c'est vraiment la même force, c'est la cause de la rotation de la pomme. Hein. C'est la même force, mais il suffit entre le père, le grand-père, le père et le fils, ils n'ont pas le même espace, donc on va dire que le temps il est différent, mais en fait non, c'est toujours la même force hein, qui les fait naître, grandir, vieillir et mourir. C'est toujours cette même force, et c'est juste l'espace qui diffère. Donc j'essaie de distinguer, j'essaie de comprendre, j'essaie de trouver dans le langage
Donc à l'époque, ouais, j'étais dans la philosophie du langage, philosophie de l'esprit, philosophie analytique. Et je disais, mais peut-être, voilà, c'est peut-être ça la question. Qu'est-ce que dans la nature, quelle est la notion dans la nature dont on peut absolument pas se débarrasser? Vraiment le truc qui nous colle à la peau, quand on a beau... c'est ça le réductionnisme, on réduit la loi de Moore, les micro-composants jusqu'aux plus infimes parties, puis on arrive à 5 microns, puis là, ah merde, il nous faut un ordinateur quantique. Enfin, c'est même pas... C'est que là, on a des problèmes de la physique quantique, on comprend pas les franges d'interférence, on comprend mal le principe d'exclusion de Pauli, on comprend mal le problème du spin, on comprend mal la décohérence, tout ça. Donc du coup, on est bloqué à cet endroit-là, et c'est là où moi, après, mon travail philosophique, il intervient, et où je vais aller vraiment dans le langage. Bon, je me suis fait aider par des conférences d'informaticiens, justement, qui travaillaient là-dessus. Des enfants des années 90, ceux qui ont vu monter l'informatique, et puis ils voyaient bien qu'il y avait un problème dans le langage. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le langage qui nous bloque à un certain niveau? On n'arrive pas à descendre, on n'arrive pas à arriver jusqu'au quantique, donc la nature vraiment de la structure, la matière, comment elle s'organise entre elles. Donc ma réflexion, c'était de dire, on prend un concept. Même le concept de concept, quel est le concept de concept? Un concept, c'est un outil de la pensée pour délimiter une définition, en fait, quelconque, quelle qu'elle soit. Donc on a besoin de concepts pour désigner les choses. Le signifié et le signifiant, c'est ces deux notions en théorie du langage qui sont fondamentales. Donc le signifié, c'est, par exemple, là on a du thym, c'est le signifié, et le signifiant, c'est le fait d'observer du thym qui pousse effectivement dans la nature. Il y a un truc qui va signifier le signifiant. Donc le signifié est à l'espace, ce que le temps est au signifiant. Il faut que la nature, elle fasse pousser du thym pour que je dise, ah tiens, du thym. Donc du coup, je disais, mais ouais, effectivement, il y a un truc dont on peut vraiment pas se débarrasser, qui serait donc ce rapport d'espace-temps. Et donc je l'entendais pas je disais, j'ai découvert la grammaire universelle, mais je l'entendais pas dans le discours de Chomsky. Là, j'avais entendu une intervention de lui à Genève encore. Et je voyais que justement, c'est là où il butait, quoi. Il butait sur quelque chose de super fondamental. Et puis il trouvait pas, bah oui. Donc c'est là où ça devient un petit peu absurde, effectivement, c'est quand on dit, même si un mot qui n'existe pas, où on prend même des lettres au hasard, on les écrit les suites et puis on va dire que c'est un concept. Même si c'est pas un concept, même si c'est n'importe quoi, en fait, il faut toujours qu'il y ait une durée et un lieu, un endroit pour désigner même cette chose qui n'existe pas. C'est vraiment le fondement de la pensée, ce que cherchait Heidegger dans Être et Temps, les classiques aussi, la notion de l'être, l'ontologie, la question de l'être et du non-être, la phrase de Shakespeare, être ou ne pas être, telle est la question.
Ah, voilà. Et donc moi j'ai dit, bah, être est à l'espace, parce que le temps est à ne pas être, parce qu'il n'existe pas, c'est la cause du mouvement. Donc telle est la réponse. Hein. Si je devais répondre à Hamlet comme ça avec son crâne, qui est là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trahi mon père et tout. Il est là, il est être ou ne pas être. Ah, bah oui, bah donc en fait, faut imaginer Hamlet en 2025, 2030, avec son crâne comme ça, qui se prend la tête depuis des siècles et tout, à savoir s'il doit exister ou pas exister, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fout, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que c'est que ça, la condition humaine sur Terre et tout. C'est plein de drames, de trahison, de souffrance et tout. Et puis qui se relève, et puis Hamlet qui dit mais oui, mais c'est l'espace-temps au fondement du tout avec son crâne. Et du coup, il se construit une fusée, il se casse. Et puis ça change rien, ça sera toujours l'espace-temps. Mais au moins il aura compris le truc et il peut se barrer, quoi. Courage Fillon. C'est l'éloge de la fuite de Laborie. Hein. Qu'est-ce que c'était bon. L'éloge de la fuite, c'est une petite souris qui est prise dans un... Parce que je balance des notions comme ça, puis j'ai vu dans mes vidéos, c'est vrai que c'est agaçant. Et puis je passe du coq à l'âne, et Donc l'éloge de la fuite, c'est une petite souris, ou un rat qui est enfermé dans une boîte. L'expérimentateur, il lui envoie des petites décharges électriques. Donc il faut imaginer la condition humaine. L'expérimentateur, c'est le capitalisme et l'État. Ou le pouvoir et l'argent, bref. Puis il lui envoie des décharges électriques, et lui, il a 3 solutions. Il n'en a pas d'autres. C'est soit il s'inhibe, il est dépressif, il développe des cancers, il est pas bien. Soit il vient en colère. Donc un peu moi comme j'étais toutes ces années. Soit j'étais tout triste, je me faisais tracher, soit j'envoyais chier tout le monde, j'étais en colère. Et la 3e solution, c'est la fuite. Il arrive à se barrer de la boîte. Donc les humains, c'est un peu ça avec le réchauffement climatique, les guerres. Et, on est là, donc il y a des gens qui prennent sur eux, ils souffrent. D'autres, ils vont... Bon, puis il y a un mélange des deux, hein. Tout le temps. Hein. Et puis au final, si demain on te dit, ça te dit de changer de planète, allez vas-y, on se casse. Donc c'est un rapport de spatio-temporalité. De toute façon, dès qu'il y a un rapport de 3 choses, de 1, 2 ou 3 choses, moi j'essaye toujours de voir. C'est là où j'ai fait tout un travail vraiment de réflexion approfondie, hein, sur plein de domaines, quand je parle de refonder la connaissance. Dès que je voyais un rapport de 1, 2 ou 3 choses, hein, on est sur freestyle 1, 2, 3, j'essayais de trouver la petite magie spatio-temporelle derrière, on va dire. Donc là, pour rester sur l'éloge de la fuite, le temps... c'est à l'intérieur, souvent c'est une notion d'intériorité, le temps, comme il n'existe pas, c'est la cause de... Ça va être plus celui qui s'inhibe, il est patient, il est là, il prend sur lui, c'est le temps. L'espace, c'est plus porté sur l'extérieur quand même. Donc c'est celui qui se met en colère, c'est une part de nous, en nous-mêmes, hein, c'est les émotions, hein, la base des émotions. La fuite, puis c'est la gravité. Hein. Soit je suis attiré, je fuis. Voilà, là c'est l'éloge de la fuite. Bon, donc 1, 2, 3. Je m'inhibe le temps, l'espace. Je me mets en colère, je sors de moi-même. J'existe, quoi. Je suis en mouvement. Je m'inhibe, c'est la cause du mouvement. Pourquoi et puis l'espace-temps, c'est la fuite. Hein. Voilà. Donc là, on m'a sorti le triangle de Karpman. Il n'y a pas longtemps. Le bourreau, la victime et le sauveur. On peut retrouver dans un groupe, dans une relation, ou même à l'intérieur de l'individu. Donc pareil, on peut mettre de la spatio-temporalité. La victime, donc c'est un peu le temps. Le bourreau, c'est celui qui se met en colère. La victime, c'est celui qui s'inhibe. Un peu comme l'éloge de la fuite. Hein, et le sauveur, c'est l'espace-temps. Hop. Donc la religion hindoue. La Trinité, ce qu'on appelle la Trinité, Brahma, Shiva, Vishnu. Donc Shiva, la guerre, c'est celui qui se met en colère, l'espace.
Vishnu, la paix, celui qui prend sur lui, qui se tait, qui apprend à se taire, et puis qui dit je préfère vivre en paix. Et puis Brahma qui est au milieu, hein. L'éléphant là, l'espace-temps. Shiva est à la guerre de l'espace, ce que la paix du temps est à Vishnu. Voilà, l'espace-temps c'est Brahma, le brahmanisme. Bonjour. On arrive au prieuré. Donc voilà, là, donc les religions, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, hein, par exemple. Le Père est à l'espace, hein, c'est lui qui contrôle, c'est le chef de famille. Ce que le temps est au Fils, parce que c'est celui qui arrive avec le temps, qui va prendre la relève. L'espace-temps, c'est le Saint-Esprit. Ah oui, on arrive au prieuré. Oh. Donc voilà. Pour ça, à un moment, je me suis vraiment demandé, je me suis dit, c'est une nouvelle religion que tu es en train de nous pondre là, Julien, ou quoi? Puis je dis, mais non. Parce qu'à partir du moment où le truc, ils refondent les mathématiques, théorie des nombres, tout le bordel, et puis ça va nous permettre de comprendre la physique quantique, bon, on n'est plus dans la religion. On est dans le dépassement, justement. Moi, ce que je cherche à faire, c'est bon, ça, c'est vraiment mes maîtres du départ qui m'ont appris ça en philosophie. Enfin, quand je dis mes maîtres, c'est les livres que je lisais des années 50. Ils utilisaient ce terme-là, le dépassement, dans le travail de la pensée. Chercher à se dépasser. Donc, c'est pas seulement que j'ai fait un pas de côté, j'ai essayé de voir les choses différemment. J'ai cherché à dépasser le conflit. Hein. C'est ça le travail de la synthèse spatio-temporelle. Hein. Donc dépasser ce conflit inhérent à la nature, en sachant qu'il est indépassable dans le sens où on ne peut pas l'annihiler. Hein. Le non-être, ça reste toujours quelque chose. Hein. Le rien, c'est toujours quelque chose, même si je dis rien, absolument rien, je crois en rien. C'est donc celui qui va se dire anarchiste, il va dire je crois en rien, en fait il est nihiliste. Et en plus son nihilisme il est de mauvaise foi parce que même quand tu dis tu crois en rien, quand tu prononces le mot, il y a déjà quelque chose. Toi-même, quand le fait que tu crois en rien, tu es déjà un espace, t'es déjà. Donc c'est pour ça le temps, où localiser le temps, nulle part en fait. Le temps, c'est ce qui permet de localiser l'espace qui est en mouvement. Il n'y a que de l'espace en mouvement. Hein? Donc il faut imaginer les chanoines qui sont arrivés ici il y a 900 ans et à 1000 ans. Bon, tout ce que je raconte, imagine je reviens 1000 ans en arrière, ce qui est strictement impossible, donc ça aussi il faut comprendre pourquoi on ne peut pas voyager dans le temps. Quand on dit voyager dans le temps, non, on voyage dans l'espace. Et après il y a la durée, effectivement, donc on peut voyager dans le passé avec sa mémoire. On voyage dans le temps parce que dans la cause du mouvement, bon. Mais il faut bien arriver à le fonder, ça aussi, cette impossibilité de voyager dans le temps. Pourquoi il y a encore beaucoup de gens qui croient à ça. Il y a beaucoup d'escrocs de la pensée qui disent ouais je reviens du passé, voilà, ou je reviens du futur, hein, comme dans Retour vers le futur. Il nous faut une notion épistémologique vraiment dure et forte pour dire non voilà il y a quelque chose dans la nature, là on peut vraiment rien faire. Donc c'est pour ça quand je pose la question il y a quoi derrière l'univers, espace, avant le temps, c'est une question. En fait, notre cerveau, il n'est pas conçu, il n'est pas en mesure de concevoir de n'importe quelle manière qu'il soit ce qu'il y a eu avant l'univers et ce qu'il y a au-delà de l'univers, à l'extérieur de l'univers. C'est pas, il peut tout imaginer.
certes, mais il accédera jamais, 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 jamais à la vérité, comme il est impossible de revenir dans le passé, ou d'aller dans le futur. C'est la flèche de Newton, il y a une force fondamentale. Donc après, avec les calculs, avec la croyance, avec donc même les scientifiques, ils vont vous parler de multivers, ils vont dire on a vu un truc là dans le fond diffus, c'est une porte. J'ai entendu Penrose qui sortait ça. Il y a une porte là, c'est un autre multivers, c'est un autre univers. Donc bon, même s'il y a un autre univers, imaginons, il y a un multivers. Ok, on va aller dans le sens d'Aurélien Barraud. D'accord. Il y a un multivers. Ok. Bon, donc il y a un autre univers. Ouais, encore un autre univers. Il y a une infinité d'univers. Ouais, d'accord. Ok, il y a une infinité d'univers. Mais derrière cette infinité, il y a encore un espace. Il y a quoi derrière? Bon, imaginons une infinité d'univers, mais il faut bien un espace. On est formaté à la spatio-temporelle. Parce qu'on est de l'espace, parce que tout est spatio-temporel, tout est de l'espace-temps. Tout est de l'espace, en fait, en mouvement, plutôt. Du fait du temps. Hein. La pomme qui tourne. Donc c'est la limite en fait. Je pense que j'ai touché la limite de l'esprit. Quand je dis en fait sur ma page, je dis seule la liberté n'a pas de limite, ça veut dire que tout le reste a une limite. Et en fait la liberté c'est le fait d'aller à droite à gauche, oui, non, vrai, faux, bien, mal. Bon, là c'est le mouvement de l'oscillateur. Donc ça n'a pas de limite. C'est la fréquence, la fréquence hertzienne. C'est le mouvement en tant que tel. Donc lui il n'a pas de limite. Le mouvement, il est tout le temps en mouvement. C'est ça la liberté. Mais dire qu'on est dans un univers infini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, non, c'est la limite, elle est dans notre pensée. C'est pour ça que j'ai réussi à inclure dans cette notion de fini et d'infini, qui est vraiment irrésolue en science, j'ai inclus donc la définition des indéfinis. Indéfini, c'est n'importe quoi, et il faut pouvoir désigner, ça c'est ça, donc c'est la définition. Et c'est pour ça que la connaissance, elle est infinie, parce que la connaissance, elle est finie parce qu'elle passe par nous, par le temps. Donc elle a une fin en soi. Elle définit les choses. Donc définit l'indéfini, donc les choses, n'importe quelle chose qui soit. À l'infini, ça veut dire que ça s'arrête jamais. Ça ne veut pas dire que c'est un espace qui s'étend. Ça veut dire que c'est toujours en mouvement. Donc en fait, ce que j'apporte, c'est peut-être un peu comme la gravité de Galilée. C'est-à-dire qu'on est dans un anthropocentrisme. À l'époque, si on pensait que la Terre, c'était le centre de l'univers, c'est l'anthropocentrisme. Et Galilée, justement, il nous a sortis de cette condition-là, quoi. Et là, moi, je fais un peu la même opération en disant, bon, c'est de l'anthropocentrisme de croire que l'humain, un jour, il va savoir, comme à l'époque, il pensait que la Terre était au centre de l'univers ou qu'on était seul dans l'univers. Et ben là, c'est de se dire, oui, moi, l'humain, je peux connaître le secret de l'univers et je peux savoir vraiment l'origine de l'univers. Et puis, c'est vraiment la carte de l'univers, savoir vraiment jusqu'où, tout, ce qu'il y a derrière l'univers et ce qu'il y avait avant le temps. Donc, non. Voilà, c'est pour sortir un petit peu de notre condition humaine où on se met trop au-dessus de la nature. On cherche tout le temps à la dominer, à la maîtriser, alors qu'en fait on en fait partie, et on en fait partie intégrante. Donc nous aussi on est de la spatio-temporalité, l'univers c'est de l'espace-temps, tout est de l'espace-temps, donc on fait partie de cette même condition. Et c'est pour ça que je parle de refonder le droit.
un nouvel universalisme, je parle, parce que c'est un droit donc à l'espace et au temps, où on pourrait vraiment construire une bioéthique et penser la place que va occuper les machines dans nos vies, la place des humains, pourquoi on n'a pas le droit de vivre sur Terre quelque part si on n'a pas d'argent, hein. Pourquoi il y a des pays, des personnes qui sont en souffrance, des boucs émissaires, cette logique-là. Le droit à l'espace et au temps, c'est de dire bon, ah, t'as fait un burn-out, oh là là, tu vas te faire virer, c'est non, voilà. Retrouver la sagesse des anciens, où on pouvait prendre son baluchon et faire le tour de la terre, no border, hein, et il n'y avait pas de frontières, et bon, après on pouvait se faire décapiter, on pouvait se faire bouffer par un animal, voilà, ça c'est la condition, on peut tomber sur la prédation, bon même là, c'est ça, c'est que l'anthropocentrisme, c'est, j'entendais là encore aujourd'hui sur Élucide, ah, ça m'échappe. Oui, il parlait de la nature humaine en disant est-ce qu'on pourrait arrêter de se faire la guerre, est-ce que les humains, il y a un problème, il y a de la perversion, il y a de la... Et je dis mais non, mais c'est les fourmis, elles se font la guerre, hein, les étoiles, la violence, le conflit, il est dans la nature même des choses, hein, bon, les prédateurs avec les proies. Bon, je suis dans le problème de la perversion narcissique en ce moment, voilà, cette logique de prédation, elle est dans la nature, donc c'est peut-être ça le tueur en série, le psychopathe, ce que lui comprend par rapport à toute la norme sociale, avec des juges, des psychologues, des conventions collectives où vraiment on va dire bon, tiens-toi bien à table et tout ça, bah lui le psychopathe il arrive, il tue toute la famille, il en a rien à foutre. Il va attacher les gens dans la cave, bon, complètement taré. Parce qu'en fait, justement, il a compris, lui, le psychopathe, que tout ça, celui qui arrive Columbine avec un flingue, là, l'ado qui va tirer sur la foule, hein. C'est Breton qui disait ça, le surréalisme. Il disait le surréalisme par excellence, c'est de prendre un flingue et de tirer dans la foule. Donc c'est flippant, mais c'est comme si, voilà, eux, ils sont connectés à une espèce de nature vraiment profonde, le deep web, la deep nature des choses. Et que du coup ils savent que dans la nature elle est tellement féroce, il y a la violence, elle est inhérente à toute chose, qu'ils se permettent du coup de, après bon ça part en vrille, hein. Donc les réseaux Epstein et tout ça c'est pareil, hein, c'est des mecs qui sont connectés à une espèce de, c'est le luciférisme, hein, le luciférisme il a une source de vraiment c'est une source païenne, ça vient de super loin. Donc c'était même avant les runes et tout, puis même avant le langage, hein, voilà, bon, mais il y a l'inverse aussi. C'est-à-dire que l'homme, moi je dis souvent, l'homme il est capable du pire comme du meilleur, hein, voilà. Ça peut être quelqu'un qui va faire des meurtres, un Napoléon qui va, voilà. Et même Napoléon, voilà, il a fondé le droit, il a envoyé plein de soldats à la boucherie, puis en même temps c'est lui qui a fondé le droit européen, continental. Et donc voilà, donc c'est un travail sur nous-mêmes, hein, de se dire bon, sur son intériorité, hein, donc au niveau psychologique. Il y a un tyran en nous-mêmes, il y a quelqu'un de bienveillant, et c'est dans ce rapport-là, hein, spatio-temporel avec nous-mêmes, que c'est à nous de trouver l'équilibre, d'être juste, hein, et de ne pas tomber dans l'injuste, hein. Et c'est peut-être ça, nous les Occidentaux, par rapport aux Chinois, où eux, ils ont tellement intégré cette ambivalence de la nature. C'est le paradoxe, c'est ça les koans, hein, du Tao, hein. C'est vraiment pour mettre en exergue le paradoxe des choses, éveiller la conscience, quoi. Et que nous, du coup, donc eux, ils sont plutôt dans une recherche, justement, ils mettent dans une dualité comme ça, les paradoxes de l'existence, ils la mettent en avant avec le symbole du yin et du yang, le Tao.
Alors que nous, on serait dans une espèce de logique, non, il faut prendre position, quoi. C'est soit yin, soit yang. Soit t'es dans le bien, t'es une bonne personne, soit t'es une mauvaise personne, soit t'es dans le, soit t'es dans le vrai, soit t'es dans le faux. Donc ça fait les conflits, par exemple, conspi, anti-conspi. Voilà, extrême droite, extrême gauche. Pour ça, eux, ils ont un parti totalitaire, ils ont un parti unique. Ils doivent se foutre de notre gueule quand ils nous regardent, les démocraties. On est là à l'Assemblée, ouais, on s'engueule et tout. Je suis pas d'accord, vous, les fascistes, ouais, vous, les antifas, là, c'est à cause de vous le grand remplacement. Puis les autres. Ouais, mais vous, les fascistes, la bande de nazis, vous mettez des flics plein les rues et puis on s'engueule, on s'engueule. En Chine, c'est pas ça. Tout le monde est hop, hop. On travaille, hein, les bureaucrates, on va pas se prendre la tête sur des trucs, c'est le yin-yang qui. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a une tension internationale. Mais je me dis c'est nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut abolir la démocratie, bien au contraire, hein. L'altérité, elle est importante, hein. Et c'est nous qui avons quand même c'est nous qui avons créé la modernité. C'est pour ça que je dis la liberté n'a pas de limite, c'est cette faculté de se confronter, l'altérité, de se confronter les uns les autres, de débattre, d'être pas d'accord, de s'engueuler, de s'empoigner comme ça. C'est ça qui nous a permis d'emmener l'humain vers la modernité, vers tout ce développement. Donc après, ils nous ont imités, hein, ils ont pris tout notre travail. Nous ont tout pompé là en 20-30 ans et puis bon maintenant ils nous ont dépassés parce qu'ils ont une sagesse qui est plus. Ils ont plus de sagesse du coup forcément puisqu'ils arrivent à comprendre cette notion du juste milieu. Donc moi ce que je dis c'est que si il nous faut un nouveau droit à l'espace et au temps, c'est pour un nouvel ordre mondial, donc une nouvelle institution internationale. Où Morin avait travaillé là-dessus, hein, il avait modélisé en prenant par rapport, c'était un truc un peu compliqué, avec la fondation Pierre Calam en Suisse, il avait imaginé, donc en fonction de la population, mettre une représentativité, non plus que ce soit le pouvoir économique qui fait la place dans l'ONU, donc les plus riches en haut, et puis donc dans une logique de lutte des classes, hein, il était socialiste, hein, il était à un moment dans sa vie, Morin. Donc, et que ce soit plus une représentation par rapport à la population, donc moi, ce que je dis, c'est que il faut zoomer en fait. C'est l'espace-temps. Tout dépend si c'est une commune, si c'est une grosse ville, une moyenne ville, si c'est une nation entière, si c'est un continent. Voilà, tous les problèmes de spatio-temps, ou si c'est un individu propre ou un petit groupe. La spatio-temporalité, c'est comme une fractale, hein. Tout dépend où on se situe, hein. Et bon, là, j'ai encore envoyé des vidéos sur le laboratoire de recherche. On est vraiment là-dedans, dans l'infiniment petit. On a la constante de Planck vraiment à 10 puissance moins 35 avec le temps de Planck. Et là, on a le zéro absolu. Il y a un mystère avec l'espace et le temps, hein, et puis pareil, dans l'infiniment grand, hein, quand on observe l'univers le plus loin, 15 milliards d'années, c'est des années-lumière, donc années, espace. Temps 15, enfin voilà, on spatialise le temps, voilà. On peut vraiment le mettre au fondement du tout, autant en physique qu'en religion, que dans nos petits, autant dans le plus abstrait de tous les concepts, qu'au niveau très concret. Donc c'est ça que j'ai compris peut-être, c'est que il y a un truc commun dans la pensée, on va finir, hein, ça fait 1 heure là. Un truc commun dans la pensée, pour toute la pensée. Donc que ce soit la chose la plus concrète qui soit. Je prends un caillou, voilà, il est en mouvement, donc il y a un espace et il a une durée, il a une naissance ce caillou, il a une vie, un jour il va disparaître, tout devient poussière, il est en mouvement. Même comme ça à l'arrêt, il y a des petits atomes à l'intérieur qui bougent et tout. Donc c'est très concret, hein. J'ai pris un caillou au hasard dans le sol. Et puis une idée, quelle qu'elle soit, une pensée, un truc très abstrait, voilà, la liberté,
je sais pas, mais faut prendre au hasard. C'est-à-dire que voilà, quand on est face au hasard, l'envie, par exemple, l'envie. Bon, ben, pour avoir envie de quelque chose, il faut le situer dans un espace. T'as envie de quoi, exactement? Et puis, pendant combien de temps? T'as envie 5 minutes, 1 minute, c'est une envie qui est venue spontanément, ça fait 10 ans que tu y penses. Et on peut tout redéfinir. C'est pour ça que je parle d'une exégèse. C'est-à-dire qu'on peut tout redéfinir sous le prisme. Le mot prisme est important, c'est ce que Descartes a utilisé pour découvrir la lumière, sous le prisme de la spatio-temporalité. On va faire un petit essai, tiens, on va essayer d'aller jusqu'à 1 heure. Par exemple, je prends une feuille à un chêne, là. Hop. Voilà, là j'ai une feuille de chêne. Comment je peux interpréter ça, sous forme d'exégèse, de façon spatio-temporelle? Eh ben, ceci est, du point de vue spatial, c'est une feuille de chêne. Elle appartient à ce chêne-là, en particulier. Il s'agit d'une feuille de chêne qu'on peut observer au niveau de l'espace. Et au niveau de la durée, et puis elle se situe aussi devant le prieuré de Cérabonne, sur la planète Terre. Il suffit de zoomer, hein, l'espace, au niveau de l'espace, cette feuille. Elle est dans les mains, dans les mains de Julien Estrada. Voilà, c'est une feuille. C'est au niveau spatial. Et au niveau de la durée, ben, elle est apparue sur la branche durant l'été 2025. Elle va, là je vais l'acheter par terre, elle va finir par se décomposer jusqu'en 2027. Et puis en fait, pour arriver là, bah, il a fallu que la Terre elle ait eu 5 milliards d'années d'évolution avant. Et puis que la galaxie elle a eu tant de milliards d'années pour arriver à faire la feuille, c'est-à-dire qu'elle a une. J'avais dit pas d'origine comme l'anarchie, hein. Pas d'origine, parce que c'est le temps, voilà, c'est vraiment. Mais il y a toujours une origine, mais il y a toujours une origine avant l'origine, avant l'origine, avant l'origine. Pas d'autorité, c'est-à-dire qu'on va pas dire. Il y a toujours quelque chose, c'est le chêne c'est l'autorité, on va dire c'est le chêne, et puis après il y a l'autorité, bah, c'est la planète Terre, et puis il y a une autre autorité, bah, c'est la galaxie, et voilà. Pas d'origine, pas d'autorité, liberté illimitée, et le quatrième concept, donc liberté illimitée, c'est-à-dire qu'on peut déplacer les choses un peu importe où ça apparaît. Et puis le quatrième concept, c'est je sais plus. Donc ça, c'était vraiment en 2011, c'était au tout début pour comprendre l'anarchie. Parce que ça correspond aux définitions de l'anarchie, en fait. Pas d'autorité, pas d'origine. C'est l'effet du temps, hein, sur l'espace. Puis après, bah, l'effet du temps sur l'espace, c'est-à-dire qu'il y a la cause, elle est anarchiste. Hein, la cause du mouvement, elle est anarchiste. Et le mouvement, bah, en lui-même, ça crée une hiérarchie. C'est-à-dire que c'est le même est autant ce que l'espace est à la différence. La cause, elle est vraiment, on va dire c'est intemporel, mais non, justement, c'est comme le temps crée le mouvement, la cause du mouvement, donc c'est ça, cette espèce de néant, hein, le nihilisme, ce néant d'être, l'énergie du vide, quelque chose qui nous effraie un petit peu, quoi. Il y a un grand vide. Donc c'est la cause du mouvement. Et puis dès que cette cause elle rentre en interaction avec l'espace, elle crée un mouvement. Donc le mouvement, il a toujours une forme de hiérarchie, on va dire. Un début, un milieu, une fin, la courbe de Gauss, la loi normale. Donc tout ça c'est du blabla, mais attention, voilà, c'est ça, c'est que ça. Là vous allez dire, qu'est-ce qu'il tourne en boucle, le mec, il nous sort des trucs et tout, mais voilà, moi j'ai refondé les mathématiques avec ça. Hein. Vraiment. Hein. Enfin, j'ai refondé, c'est que le début, il y en a pour des dizaines d'années là, hein. C'est parti, hein. On va pouvoir tout revoir. Hein. Donc on peut tout revoir au niveau, tout réinterpréter les textes anciens, avec cette spatio-temporalité, avec de l'exégèse et tout ça, comme je vous ai fait un peu la démonstration. Et puis ben du coup, toutes les sciences aussi. Et en particulier, donc les fondements maths, la théorie des nombres, la question des nombres premiers, les grandes conjectures. Donc c'est là où je me suis longtemps inquiété. Je me suis dit, qu'est-ce que tu as découvert? Est-ce que ça va encore faire vriller les gens? C'est une idéologie? Ça me faisait peur. Hein. C'est une religion?
Et puis j'ai fini par conclure, non, c'est un nouvel universalisme, c'est les sciences du XXIe siècle. C'est ce que cherchait Morin quand il a travaillé sur la complexité. Il fallait dépasser le cartésianisme. Mais pour ça, il faut revoir du coup donc sa conception opposée, complémentaire, contradictoire, elle fonctionne. Il fallait donc comprendre que c'est la spatio-temporalité, c'est la nature de ce phénomène. Et du coup, revoir les équations cartésiennes ax plus b y égale, plus c égale 0. F de x, y. Donc x est autant ce que l'espace est à y. Voilà, il y a quelque chose à mettre. Donc, moi j'ai fait des centaines de schémas dans ma page de mes recherches. Des centaines de schémas explicatifs où je reprends plein de notions en physique, en chimie. Où à chaque fois j'essaye de... Donc là je vois bien en ce moment les physiciens, ils sont toujours sur Einstein. Ils sont sur E égale MC2. Qu'est-ce qu'il y a là? J'ai beaucoup travaillé sur cette formule. Et donc il faut y appliquer ce paradigme du coup sur cette formule pour qu'on arrive à percer le mystère du quantique, ce qu'on n'arrive pas à comprendre dans le quantique. Donc MC et C c'est la lumière, M c'est la masse, E c'est l'énergie. Donc puis il y a le carré. Donc la masse on peut dire c'est l'espace, c'est la pomme. E c'est l'énergie, c'est ce qui l'a fait tourner. Donc on peut dire c'est le temps. Et l'espace-temps c'est la lumière. Pour mesurer un espace et un temps on a besoin de lumière. Si on n'a pas la lumière, si on n'a que le néant, on peut pas rien faire du tout. Et puis l'origine de l'univers c'est un grand champ de lumière. Il n'y a que de la lumière. Si on va vraiment loin jusqu'à 15 milliards d'années, là on est à l'intérieur du Big Bang. Moi j'imagine une grosse boule qui tourne sur elle-même, en fait. Et puis sa limite c'est qu'elle dépasse la vitesse de la lumière, donc comme s'il y a une face cachée comme ça. Mais qu'il n'y a pas de limite, enfin j'imagine un peu un truc comme ça. C'est-à-dire qu'elle est en mouvement, l'univers elle est en mouvement, et c'est la rotation de la boule. C'est une grosse boule de lumière qui tourne sur elle-même. La rotation c'est la cause de tous les mouvements, la cause de tous les mouvements de l'univers. Après il y a l'accélération de l'expansion, donc l'accélération est autant ce que l'espace est à l'expansion. Ou après on voit les galaxies qui s'éloignent entre elles, à un moment elles dépassent la vitesse de la lumière, donc c'est ça vraiment qui nous... on est là, on comprend plus rien. Bon... Donc après tout est de l'espace-temps. Là il y a une éclipse il n'y a pas longtemps, la lentille gravitationnelle. Quand il y a une éclipse, c'est là où on peut observer l'effet de lentille. Et en fait c'est tout ce qu'il y a derrière le soleil. On arrive à le voir dans la circonférence de l'éclipse. C'est ça l'effet de lentille gravitationnelle. Et c'est fascinant parce qu'on se dit comment ça se fait que tout ce que le soleil nous cache, c'est uniquement quand il y a une éclipse qu'on peut le voir, sinon on ne le voit pas, il y a trop de lumière. Et là, on s'aperçoit que tout ce qu'il y a derrière le soleil, les étoiles, les galaxies qui sont planquées derrière le soleil, on les voit dans sa circonférence. Pourquoi? Par quelle magie? Parce que c'est que de l'espace. Il y a une seule et même entité, c'est de l'espace. Mais comme il est en mouvement, voilà. Et voilà. Donc, voilà. Donc ouais, le fou dans le bus, moi je comprends, Bouddha a une traite de fou. Bien sûr, pour arriver à ce genre de réflexion. Et je pense que c'est pour ça que tout le monde me tourne le dos et tout. C'est tellement... C'est tellement fou, un peu... Donc on préfère me faire passer pour un fou que de se dire, non, en fait, comprendre la nature des choses,
ce qu'il y a de plus profond dans la nature de toute chose, ça demande des fois un tel effort ça demande de prendre des risques pour la pensée, quoi, et il y en a, ils en perdent la raison. De chercher la vérité, on devient fou. On cherche, on trouve pas, et moi justement j'essaye de... C'est comme si moi j'avais pris le risque de devenir fou à 1000 reprises, en me faisant humilier, en me sacrifiant comme ça, mais pour redonner du sens à l'histoire et vous redonner la raison. Là où personne veut s'aventurer, quoi. J'ai pris des risques là où personne. Je suis un petit peu un aventurier de la pensée, quoi. Je suis allé me perdre dans les arcanes de l'esprit. Bon, toujours heureusement j'avais mon support académique. Et même si j'allais un peu dans l'ésotérisme, je me perdais un peu dans la spiritualité, j'avais toujours Descartes, Platon, Deleuze qui étaient là pour me... Voilà. Parce que bon, même les sciences, elles se perdent. Hein. Elles se perdent parfois, même en psycho et tout. Hein, des fois, surtout en psycho, on étudie les pathologies, donc on peut vite... se laisser emporter. Donc pas de panique, faut prendre le temps en fait de normaliser le truc, de l'intégrer à notre connaissance. Et à la fin, vous allez voir, c'est la phrase de Schopenhauer, au début c'est rejeté, après on s'en fout, puis après on dit ouais c'est normal, je sais plus ce que c'est déjà son truc. Quand on fait une découverte, quelque chose d'innovant. Puis dites-vous une chose, c'est que dans quelques dizaines d'années, tout ce que je sors qui paraît complètement fou, et qu'est-ce qu'il raconte le mec et tout. Bon, si effectivement tout ça, ce que je dis, c'est un nouvel universalisme, ça va refonder les sciences et tout, plus tard ça sera complètement banal, quoi. Tout le monde te dira bah oui, c'est l'espace-temps fondement du tout. Oui, alors oui, bah ouais. Tout le monde va, tu nous apprends rien, enfin voilà, c'est bon. Comme le cartésianisme, hein. Bon, à l'époque, quand il a dit je pense donc je suis, c'était une espèce de... Ça pouvait rendre les gens fous un peu. Le sujet, la question du sujet, le moi, la naissance du moi, ou avant le cartésianisme, on savait, on se mélangeait, on n'arrivait pas à... Et puis à partir du moment où il y a eu ces équations cartésiennes et tout ça, le sujet, c'est ce qui nous a mené au droit de l'homme, hein. Le sujet, il est devenu vraiment un être rationnel. Bon, il y a eu la Renaissance quand même, hein, les Lumières. Donc on a refait émerger un peu ce que les Grecs avaient compris, hein, quand même. Hein. Ego cogito, ergo sum, bon, ils parlaient latin, mais à la base, c'était... Bon. Donc moi, en fait, ce que j'ai dit, j'ai refondé Descartes au niveau de sa philosophie, c'était... parce que comme c'était Leibniz, A égale A, le principe d'identité, qui refonde l'arithmétique, hein. C'est-à-dire que A égale A, c'est... pour moi, il y a un narcissisme dans ce rapport-là. Un chat est un chat. C'est-à-dire que c'est la répétition du même. Et comme il y a l'effet du temps sur l'espace, il y a toujours une différence, quoi. Même quand je dis A égale A, le deuxième A, c'est pas le même que le premier parce qu'il y a eu égal au milieu et puis il y a eu un temps entre l'un et l'autre. Donc c'est plus le même A. Donc on ne peut pas dire A égale A. Donc moi, ce que je dis, c'est A égale A, si et seulement si, A égale A prime. C'est-à-dire que 5 plus 5 plus 5 égale 15, si et seulement si 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 égale 15. Bon, là, je suis en train de vous perdre. Donc voilà. La vérité est un pays sans chemin, comme dirait Krishnamurti. Vous fermez les yeux, vous essayez de comprendre avec votre propre grille d'interprétation. En se disant que c'est ni une religion, c'est pas un truc de perché, c'est pas de la manipulation mentale ou quoi, faut pas en avoir peur. C'est simplement l'évolution humaine. Quand elle arrive face à des crises et des risques
L'humain, il faut qu'il sait pas s'adapter, c'est qu'il doit franchir des sauts dans l'inconnaissance pour affronter l'avenir et persévérer dans son être, hein, comme disait Spinoza, hein, le conatus. Hein. Voilà, voilà. Donc, elle est longue. J'ai envoyé un courrier, on finit, on conclut. J'ai envoyé un courrier à nouveau, j'ai relancé l'association Edgar Morin pour qu'il puisse financer ma thèse. Et j'ai fait un texte avec l'IA qui est un peu au courant de mes recherches, elle a de la mémoire, donc elle sait ce que je cherche un peu. Et elle m'a fait un courrier bien formulé pour travailler dans une espèce de labo virtuel avec de façon pluridisciplinaire, hein, dans la veine de Morin, avec plusieurs chercheurs, parce que j'ai vu qu'en intelligence artificielle, ils cherchaient des philosophes. Et en fait, que je puisse travailler avec des informaticiens, des biologistes, des matheux, des sociologues, voilà, philosophie des sciences, de façon pluridisciplinaire, et que du coup je puisse mettre un petit peu mon grain de sel dans tous leurs travaux à chaque fois que je leur apporte mon axiomatique, ma philo, un peu mon travail philo, mon travail maths. Et comme je vous ai dit, je ne vais pas tout faire tout seul, hein, c'est pas moi qui vais refonder toutes les sciences dans ma petite caravane. Et que c'est pour vraiment pour que ça soit pris au sérieux par toute la communauté scientifique. Les religieux ils se démerdent, hein. Et des fois c'est les mêmes en plus, donc et que du coup ça puisse se généraliser, hein, et que du coup que la société elle aille plus dans le mauvais sens, ou dans un sens, dans aucun sens en fait. C'est pas qu'on va dans le mauvais sens en fait, on a perdu le sens des choses, donc on fait que répéter le XXe siècle, on répète, et puis sans on est un peu perdu, quoi. Donc on retrouve le sens de l'humain, de la place de l'humain dans la nature, et sortir un peu de notre anthropocentrisme, donc revoir les droits de l'homme, et que ce soit plus l'humain qui soit responsable de tout. Non, il y a une force au-dessus de nous qui bon. Et on voit bien avec l'intelligence artificielle qu'il y a une espèce d'intelligence machine comme ça qui nous fait peur. Et c'est simplement à nous de mettre un cadre, hein, à tout ça, un cadre légal. Et pour pas qu'on se retrouve avec des robots tueurs dans les rues et que ça y a des dérives encore tout le temps, bon, ça parte en cacahuète, quoi. Retrouver la raison avec une nouvelle raison mathématique. Et donc ça, voilà, j'ai envoyé ça, donc ce courrier fait par l'IA qui s'adresse à un laboratoire un peu virtuel, et en leur demandant un véritable, parce que je leur avais déjà demandé l'année dernière, et puis ma guérison elle n'arrivait pas, donc bon, un vrai soutien moral et financier. Donc moral, c'est que je sois plus marginal par rapport à la communauté scientifique. Alors je demande pas la reconnaissance, tout ça, mais juste que j'ai ma place, hein, que je sois pas au RSA comme ça, enfin. Et puis exclu, quoi, plus être exclu systématiquement. Ouais, mais j'ai pas les compétences, allez voir ailleurs, allez demander à mon collègue. Bon, on m'a dit ça pendant 14 ans, donc il y en a marre. Et puis financier, bah c'est que bon voilà, si je dois écrire, bon je me dis il va falloir que je fasse des conférences, donc il faut que j'écrive un livre avant, au moins un. J'écris ma thèse, pour écrire ma thèse. Voilà. Bon, et en sachant que en même temps, voilà, je suis pas un vrai scientifique, je suis pas, donc j'attends la réponse pour une formation agricole parce que c'est ma vie, ma vraie vie, ma vie concrète, on va dire. La vie abstraite, c'est mes travaux, philosophie, maths et tout ça, c'est une vie intellectuelle. Et puis après, j'essaie d'être cohérent avec mon engagement aussi. Moi, ce qui me fout le plus les boules en fait dans la modernité, quand vraiment je dis la modernité c'est de la merde, hein, que je fustige la modernité, la postmodernité, c'est comment on fabrique des fusées, des avions, des voitures, des machins, on parle d'intelligence artificielle, on est à fond sur nos réseaux, comment il y a des gens qui meurent de faim encore, quoi. Ne serait-ce que ça. Et derrière, bah du coup, c'est même le cancer, les maladies cardiovasculaires.
les suicides, comment... bon, il faut sortir de cette barbarie, quoi. Et on peut plus se permettre. Bon, après, voilà, ça a mis 3 siècles, c'est arrivé tellement vite, mais on peut plus se permettre d'inconsciemment, je suis sûr que ça joue sur ce. C'est-à-dire que nous, les modernes, on se divertit, on pense à autre chose, on pense pas, ou alors bon, on va stresser sur les infos, sur la Palestine, sur la guerre en Iran, sur l'Ukraine et tout, mais tout ça c'est anxiogène. Et on va s'inventer toute une spiritualité, alors qu'en fait, il faut bien évoluer, il faut bien les régler, tous ces problèmes d'humanité. La surpopulation, les famines, la pollution, tout ça. Il faut bien qu'on arrive à le relever, ce défi. C'est ce que Morin, toute sa vie, hein, il était là, le défi du XXIe siècle. Hein, c'était ça qui portait en lui. Et c'était ça son projet de la méthode. Hein. C'était dépasser le cartésianisme. Il était socialiste, il a été communiste, et puis il était résistant, hein, pendant la guerre. Hein. Donc c'est l'époque de la sécurité sociale. Il y avait un grand idéal. Il y avait un idéal fort. Donc c'était pour réaliser cet idéal. Hein. Bon. Et puis c'est vrai que moi personnellement c'est plutôt l'idéal libertaire, c'est faut tout péter, faut tout black bloc et no border. Mais moi ça je suis pas du tout comme ça en fait. Faut rester réaliste et garder la raison. Et du coup c'est vrai que peut-être un peu toute ma rage, la rage du peuple là, ma rage révolutionnaire, je l'ai mis dans la connaissance, dans la sagesse, dans les sciences. Et puis voilà ce que ça donne, ça répare toute la santé. Donc voilà. Imaginez un humain sur Terre où il n'y a plus de problème de surpopulation, il n'y a plus de problème de climat, enfin après un ouragan, une tempête, hein, on peut pas, mais la nature on peut pas aller contre elle non plus, mais il n'y a plus de tout ce qui est généré par l'humain, toute sa bêtise quoi, et son ignorance, qu'on ait compris la racine du mal en fait. Vraiment pourquoi on est aussi stupide par moment. Et pourquoi on va contre le bon sens, on se tire une balle dans le pied, mais autant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Quoi. Voilà, vraiment qu'on aille dans... Et que du coup, quand on met des enfants au monde, que les jeunes ils soient pas comme ça complètement à reproduire, hein, les mécanismes des anciens, parce que là c'est là où on va. Hein, c'est une jeunesse violente comme ça, qui est un peu... Bon, moi je compte sur l'IA justement pour que ça leur en mette plein la tête, mais il faut qu'il y ait la sagesse avec. Et voilà. Ça ne fasse pas des espèces de surhommes augmentés là comme ça, qui sont encore plus violents, encore plus barbares que leurs parents, gonflés aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux et tout, qui vivent dans des pulsions de mort comme ça. Donc voilà. Ouais, voilà. Réconcilier la nature et la culture en fait, parce que le tome 1 de Morin c'était la nature de la nature, et donc moi je revois le truc en disant la nature de la culture, réconcilier le corps et l'esprit, réconcilier, parce que égalité réconciliation d'Alain Soral, merci, hein. C'était quand même une belle fumisterie son truc, donc moi je parle d'une vraie réconciliation de gauche, pas de facho, vraiment le corps, l'esprit, la nature, la culture, l'état, le capitalisme, comprendre le mécanisme qu'il y a. Et puis hop, une humanité 2.0, 3.5, 6.0. Et puis on repart dans le bon sens, comme dirait jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. Comme dirait la Scred Connection. A plus sur Freestyle TV, yeah.